Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du mémoire de master. Alors pour l'instant vous êtes en M1, ça sera à faire en M2, mais comme je vous ai dit déjà, il y a beaucoup de choses qui doivent être anticipées durant le M1 parce que le M2 est très chargé. Alors je vais vous parler du mémoire de master de chez nous, mais aussi de tous les mémoires de master en fait MEF ou même ailleurs, parce qu'en fait ça se recoupe beaucoup. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement il y a toujours le même plan. Alors, si jamais je faisais un plan générique d'un mémoire, d'accord, ça c'est moi qui l'ai fait, c'est pas l'officiel, mais c'est juste, allez hop, je me lance. Il y a une partie introduction avec une question de départ, d'accord. Pourquoi ça vous intéresse cette question? Alors la motivation, le jeu, le machin, le truc, mais pourquoi ça vous intéresse au départ, hein? Ok. Et puis une petite présentation générique de ça. Puis après la partie théorique. Donc avec votre question de départ, eh ben vous allez chercher donc des articles, alors sur internet, sur Google Scholar, pardon, dans les bouquins, sur la BU, dans les bibliothèques en ligne scientifiques, etc. Vous allez rechercher des articles qui portent sur cette question de départ, d'accord? Et donc vous allez faire une sorte de revue de littérature plus ou moins scientifique, enfin surtout plus que moins, ok? Et ça va permettre d'approfondir votre pensée. Vous allez devoir comprendre ce que déjà les articles y disent, voir comment est-ce que vous, de votre question initiale, comment ça permet d'évoluer sur votre a priori, et puis ça va appeler d'autres approfondissements, d'autres recherches, d'accord, voilà. Et vous allez donc à la fin, une fois que vous avez creusé votre question, éclairci les notions, il va falloir aussi éclaircir dans le sens couper, élaguer les arbres, d'accord. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de pistes, hein, et donc vous allez devoir éclaircir et virer des trucs, d'accord, pour vous concentrer, pour vous centrer sur une question plus particulière, d'accord. Au début, vous pouvez partir sur la notion de comment motiver les élèves dans l'école, et puis à la fin, ça va être comment les motiver pour apprendre leur table de multiplication, ou leur conjugaison, leur verbe irrégulier, etc., d'accord. Quelle méthode est-ce que je peux faire voilà. Et puis l'expérience, ça va être un jeu sur les verbes irréguliers en anglais, ou machin, d'accord, voilà. Donc il y a cette partie théorique, d'accord. Donc avec la revue de littérature, on veut voir votre pensée évoluer, on veut voir qu'est-ce que vous retenez de ces choses-là. Et puis après, il y a la partie empirique. Une fois que vous allez élaborer votre hypothèse, que vous dites que pour tester la reconnaissance des verbes irréguliers en anglais, il est formidable de faire une bataille le matin de 5 minutes, d'accord, est-ce que tu connais ceci, et toi, etc., voilà. Ok, l'expérience sur le terrain. Et donc là, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir donc une étude a priori. Tant pis, ça ne veut pas faire, tant pis. Donc une étude a priori, c'est-à-dire pourquoi vous élaborez cette expérience-là compte tenu de ce qu'il y avait avant? En quoi est-ce que l'expérience que vous allez proposer répond aux éléments qui ont dit là, d'accord? Donc on va vous dire que telle méthode favorise l'apprentissage ou motive, ou etc. Donc pourquoi est-ce que ce que vous proposez est en lien avec ça, d'accord? Quel format vous allez mettre en place, comment vous allez le faire réellement dans votre classe, et puis comment vous allez évaluer le résultat. Est-ce que, d'accord, vous allez évaluer, vous avez fait vos verbes irréguliers avec battle de mots au début de la séance, mais est-ce que ça marche mieux que si vous leur dites « Allez, on sort une feuille, et hop, c'est parti récitez-moi vos 10 verbes irréguliers de la semaine. » Est-ce que ça marche mieux ou moins bien? D'accord? Et voilà, et donc il faut qu'il y ait aussi une partie évaluation de votre expérience que vous avez menée. Donc, je repasse sur le cahier des charges du master MEF, le nôtre, d'accord? Et on va vous dire à peu près cela. Alors, vous lirez très attentivement tout ça, hein. Donc, le mémoire débute par une définition du problème étudié ou problématique et la perspective théorique dans laquelle il ou la question est située. Donc, c'est la partie théorique du mémoire. Les conditions d'obtention des évaluations ou des faits méthodologiques doivent être définies sans ambiguïté. Donc, ça, c'est pour le passage vers l'expérimentation, de façon à ce que n'importe quel lecteur averti puisse les vérifier par lui-même en refaisant la même chose que vous. Bon, là, moi, j'y crois absolument pas, parce que vous voyez, ça c'est la démarche scientifique de sciences expérimentales, c'est-à-dire la physique, hein, l'électron, vous faites une expérience sur lui, d'accord, le prochain, il en a rien à faire, il va faire exactement la même chose. Mais ça ne se passe pas comme ça dans toutes les situations. L'économie, ça se passe absolument pas comme ça.
D'accord. Dans une première situation économique, il se passe quelque chose. La deuxième, on a appris que ça avait foiré bien la première fois. On va peut-être pas refaire les mêmes erreurs. Et donc, les mêmes hypothèses ne conduisent pas à la même conclusion parce que justement on a appris. Alors que l'électron, lui, il s'en fiche complètement. D'accord. Voilà. Et moi, bon, là c'est un parti pris, hein, mais moi je pense pas que même si vos élèves ils ne savent pas ce que les autres ont pensé, etc. Il y a tellement de variabilité, tellement d'évolution de la société, des classes, etc. Que, à mon avis, deux situations identiques donneront deux résultats différents. Et ben, vous pouvez tester ça. Hein. Voilà, il convient de rendre compte de l'effet par leur analyse avec le maximum de précision, blablabla. Ok. Alors après, bon, on vous parle de ça. Alors vous voyez, hein, méthodologie dite clinique, voilà, étude des populations, etc. Inductive, descriptive. Donc ça, vous avez peut-être déjà vu ça dans vos cours. Donc ça parle de la soutenance. Bon, on verrait plus tard. La mise en forme, alors très important, il y en a qui accordent énormément d'importance. Donc là aussi, il y a vraiment l'effet disciplinaire. Hein, vous voyez, bon, moi on m'a pas embêté pour savoir si j'ai fait en Arial ou en machin, quoi, d'accord. Ce qui intéressait tout le monde, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le truc, d'accord. 45-65 pages, je trouve ça énorme, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc voilà, en 12 1 avec 2,5 cm de marge. Bah alors, minimum 10 cm de marge, allez hop. Et donc on revient dans la partie théorique, la question de départ, la revue de la question, donc la présentation théorique du problème étudié, blablabla, une hypothèse générale, donc c'est bien ça ce dessin. Donc la question de départ, l'exploration, ce que vous lisez, etc., qui peut influer sur la question de départ. En fait, c'est ça que je vous disais quand il faut réduire, d'accord, parce que bon, la question de départ c'est comment motiver les élèves, et puis au final ça va être pour votre classe de CE2 le jeudi après-midi pour faire ceci, cela, d'accord, hein, ça va moins ambitieux. Ok, donc ça introduit à une hypothèse générale ou théorique, hein, que telle activité permet d'améliorer ça. Voilà, et donc, ce que je vous disais, hein, la construction du dispositif de recueil de données, parce que vous allez faire une expérimentation, et pourquoi ça marche, est-ce que ça donne un bon résultat, d'accord. Donc voilà, il va falloir une sorte d'évaluation, donc un recueil de données, que vous allez éventuellement analyser, etc. D'accord. Voilà. Alors moi je vous déconseille de faire des trucs trop statistiques, etc. parce que vu les populations que vous allez avoir, dans le sens, il n'y a pas assez d'étudiants, il n'y a pas assez d'élèves, hein, pour que ce soit statistiquement significatif, et en plus, vous n'êtes pas trop dans les conditions de faire ça. Mais bref. Voilà. Et puis bon, vous lirez tout ça. Alors ce que je vous propose, c'est donc de regarder des mémoires qui ne sont pas de chez nous, hein, d'accord, qu'on trouve sur le net. Donc Université de Poitiers, Toulouse, Jean Jaurès, ou c'est où ça? Ah c'est là, Rouen, d'accord. Bon bref, j'en ai pris 3 au hasard, hein. Et de voir un petit peu le format. Vous allez voir que ça, normalement, j'espère, que c'est à peu près la même chose, hein, quel que soit le truc, parce que c'est ça la démarche scientifique, d'accord. On part d'une question a priori, on fait des recherches théoriques pour un peu approfondir, pour pas réinventer l'eau chaude, pour bien définir les concepts, puis après on va mettre en place une expérience ou quelque chose, hein, d'accord. Même en maths théorique, hein, c'est pas une expérience, mais il faut bien que je prouve quelque chose de nouveau par rapport à, ok. Et puis il faut que ce soit vrai, donc il faut qu'il y ait une démonstration, etc. Ok. Alors allons-y. Donc comme ça, je vais vous faire aussi des commentaires qui pourront induire des choses sur la façon dont vous allez rédiger ou faire, d'accord. Introduction et problématique, page 1, d'accord. Partie théorique, très bien. Définition de la motivation selon Viau, donc une définition directement par d'une référence théorique, très bien. Intrinsèque, extrinsèque, bon, on en a déjà entendu parler. Les sources de la motivation, très bien. Comment ça manifeste la motivation scolaire chez un élève, donc vous voyez que ça centre le truc sur l'élève et dans le monde scolaire. Engagement cognitif, persévérance, apprentissage, waouh. Les facteurs qui influencent la dynamique motivationnelle de l'élève. Donc ça c'est un autre angle, si vous voulez, qui est peut-être complémentaire, donc au premier, mais c'est pas dans la suite, si vous voulez, c'est un autre angle, quoi. Agir en classe sur la motivation, 10 conditions pour qu'une activité d'apprentissage soit motivante, très bien. La pédagogie par projet, quel type de pédagogie par projet, parce que les élèves sont plus autonomes, ils ont quelque chose à réaliser, etc. La motivation et les conséquences sur l'élève, d'accord. Voilà, et donc ça c'est la partie théorique, bon, il y en a plein. Et ensuite, donc, la partie méthodologique, ils appellent ça méthodologique, mais ça serait
pour nous la partie expérimentale ou empirique, expérience. Les hypothèses en lien avec la problématique, présentation du contexte et de la méthodologie appliquée, présentation de la classe, ok, pour savoir combien d'élèves, etc. Présentation d'une situation mise en place en classe, et ainsi de suite. Waouh, ok. Observation, troisième situation. Donc là, il a fait peut-être plusieurs fois la situation et il l'a peut-être modifié. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être bien si vous avez la possibilité de. En général, c'est très difficile, hein. Mais si vous avez votre classe tout au long de l'année, vous pouvez éventuellement faire une première un premier test sur le premier trimestre et puis vous vous rendez compte que il va falloir modifier ça, que la battle pour les mots en anglais, c'est pas très très bien, qu'il y a peut-être une deuxième méthode et puis une troisième, d'accord, pour un petit peu, voilà, à chaque fois vous allez analyser qu'est-ce qui se passe mal dans le truc, hein, d'accord, et introduire une modification de votre expérience pour l'améliorer, pour que ça se passe mieux, ok. Donc, introduction et problématique, pourquoi certains élèves s'engagent directement dans la tâche proposée alors que d'autres font tout pour l'éviter, qu'est-ce que l'enseignant peut faire. Waouh, déjà, je suis fan. Donc, voilà, celle de Vio, alors je vais pas lire le truc, mais je voudrais que vous montrez la structure qui respecte, donc même si c'est absolument pas notre cahier des charges, mais ça respecte globalement le cahier des charges qui vous est demandé, et si vous passez dans un autre SP, ce sera pareil, un SP, pardon. Et puis qu'est-ce que l'évaluateur va regarder, ou peut-être des points que je vais ticker, d'accord, et ça vous permettra de voir ça. Voilà, et donc son introduction et problématique se termine avec la question: comment l'enseignant peut-il susciter l'engagement et la persévérance de l'élève dans une activité. Donc c'est centré sur l'engagement, la persévérance, l'activité. Alors il faut se rendre compte que moi, il y a juste sur les quelques lignes que j'ai lues, d'accord, il y a la notion de motivation. Où est-ce que j'ai vu motivation? Voilà, motivation scolaire par Vio. Il y a engagement, persévérance, d'accord? 3 concepts, il va falloir les définir. Vous êtes d'accord que c'est pas la même chose, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, d'accord? Eh ben c'est bien, la motivation par Vio, ça commence par la définition, d'accord? Tire sa source de perception de l'élève, etc. Très bien, je suis très content quand je lis ça. Motivation extrinsèque, machin, ok. Alors, que je suis très très méchant, vous l'avez compris depuis le début, hein. Donc Vio 1998, c'est bien, c'est la référence théorique, d'accord, tout à la fin, il y a le format, enfin, il y a la référence machin, mais ce que j'aurais aimé savoir, c'est qui c'est Vio. Bon, d'accord, il était vivant en 98, mais il est né quand? Il fait quoi dans la vie? D'accord. Est-ce que c'est un prof? Est-ce que c'est un chercheur? Est-ce que c'est un sociologue? Enfin bref, je vais pas vous refaire tous les trucs, d'accord. Mais voilà. Et ce qui est bien, c'est quand c'est mêlé dans le texte, etc. Il y en a d'autres qui peuvent faire des notes en bas de page. Attention, hein, certains disent: ah mais non, si dans le cahier des charges il n'y a pas marqué vous avez le droit au bas de page, vous n'avez pas le droit au bas de page, hein, c'est interdit. Très bien, c'est le passage. Vous voyez qu'on passe du 1-2 au 1-3, d'accord. Donc la motivation peut être définie comme intrinsèque ou extrinsèque, c'était le but de ce paragraphe-là. Mais elle comprend également différentes sources, et on passe aux sources de la motivation. Très bien de faire cet enchaînement-là et de ne pas avoir un découpage, vous voyez, où on passe du coq à l'âne et on ne comprend pas trop. Voilà. Même une phrase comme ça, bateau, ça permet de faire la transition quand même entre une première vision et une seconde vision. Vous voyez que ça casse pas des briques, hein, le truc. Et pourtant, ça m'a l'air vachement bien, hein. D'accord, motivation intrinsèque et extrinsèque, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, mais pour être quelque chose d'assez efficace. Et précis aussi, hein. Alors, dans les sources de la motivation, vous voyez très bien la perception de la valeur de l'activité. Première question quand j'ai lu ça: qu'est-ce que la valeur de l'activité? C'est un jugement qu'un élève fait sur l'utilité de l'activité en vue d'atteindre des buts qu'il poursuit. D'accord? Et très bien, c'est-à-dire la définition des concepts. Alors vous n'êtes pas obligé de dire la valeur de l'activité se définit par machin, par Vio, par Wenzel, comme étant ça, hein. Vous pouvez, d'accord? Mais vous pouvez aussi, bon, ça dépend de votre style en français, si vous êtes à l'aise ou pas, mais faire ça plus littéraire, etc. Ok? Voilà. Toujours pareil, moi je bute à chaque fois sur mais c'est qui lui, c'est qui, hein. Alors évidemment on peut pas tout définir. Voilà, la représentation cognitive, bon oui, je peux imaginer ce que c'est, ça va pas, ce que j'imagine être n'est pas la définition théorique qu'un chercheur en donnerait en neurocognition ou je sais pas trop quoi. Bon d'accord, mais bon, ça passe, vous n'allez pas non plus pouvoir tout définir, mais les points importants, il faut vraiment
mettre en évidence. Très très bien. Bon, j'ai lu un petit peu, je mets en pause pour un peu lire quand même ce que... Pas vous raconter que des bêtises sur ça. Et voilà, et je trouve que c'est très bien rédigé. Mener des enquêtes et affirme qu'un élève qui poursuit des buts d'apprentissage a plus de chances de réussir une activité que celui qui poursuit des buts de performance. Il peut à savoir si les habiletés lui permettent de réussir comme ses camarades. D'accord. Donc vous voyez que en 4 lignes, il nous a résumé l'article de Dweck de 1989. Alors, la question, c'est est-ce qu'il a vraiment lu l'article de Dweck de 1989 ou est-ce qu'il a lu, celui qui a dit que, etc. Bon, je sais pas. Néanmoins, ça permet d'avoir une citation, d'accord, voilà, que vous avez faite là-dessus. Ok, il y a des fois où vous lisez vraiment complètement un article et puis des fois où vous en lisez une partie, où c'est une référence et que vous citez comme la référence, etc. Ce qu'il faut, c'est que quand même, à un moment, on sache quels articles vous avez vraiment lus, d'accord, qu'il y ait de la consistance dans vos propos. Et ça se perçoit très facilement. Bon, donc ça continue, et donc c'est vraiment l'approfondissement dont je vous parlais, la perception de la compétence de l'élève. Donc tout à l'heure, on en était à la perception de la valeur de l'activité, donc on voit qu'on change un petit peu de centration, mais on est toujours centré sur la perception de l'élève, qu'il se fait de l'activité, maintenant qu'il se fait de sa compétence, on intériorise le truc, c'est très bien. Perception du contrôle sur l'activité, pareil, un lien intérieur-extérieur, le contrôle que vous avez sur l'activité extérieure. Et donc il termine en disant « Toutes ces perceptions portent donc sur un événement passé et ont donc une influence sur les activités à venir de l'élève, notamment sur la comptabilité de celles-ci, car elles appartiennent au véhicule de l'élève. » Donc si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit dans la motivation, c'est ça, ça revient à ça, c'est-à-dire que les expériences, c'est un peu d'ailleurs du behaviorisme, c'est déjà ça, c'est-à-dire que le fait d'avoir réussi dans une activité lui donne de la confiance, le fondement c'est vraiment le behaviorisme. Après Bandura, etc., ont rajouté un petit peu d'humanité parce que sinon c'était un peu trop mécanique, mais voilà, mais sinon c'était ça. Et donc il a la perception de pouvoir contrôler ou pas l'activité. Évidemment, s'il se sent complètement dépassé, il va être moins motivé que s'il sent qu'il peut faire quelque chose, qu'il a son destin en main. Donc engagement cognitif, très bien, encore une autre chose, et c'est bien aussi fait par rapport au découpage, d'accord, c'est-à-dire que là il y avait des notions qui étaient assez proches, vous voyez que c'est entre la perception qu'il a de sa compétence, la perception qu'il a du contrôle de l'activité, etc., et puis là on change de registre, engagement cognitif, c'est autre chose encore. Donc très bien pour ce découpage-là. Bon, j'avance, parce que sinon on va en avoir pour 4 heures. Les stratégies métacognitives, très important. Tardif, ok. Très bien. Alors, normalement on le lit pour de vrai quand on l'évalue. Là, le but c'est pas de l'évaluer, mais c'est de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, un site bien référencé, et puis dans sa conférence sur la motivation scolaire, Vio démontre par troisièmement en quoi il est important, etc. Donc il a suivi la vidéo, la visio, la machin, sur la conférence de Vio sur ça. C'est très bien, et vous voyez que c'est bien abordé. C'est peut-être pas la lecture d'un article, mais c'est quand même un expert qui a fait la conférence. Bon, c'est pareil, Voilà, les courants pédagogiques, ok, on n'y échappe pas. Et ouais, quand je suis de ça, je lis tout 50 fois, 50 mémoires, 50 fois, le behaviorisme, le constructivisme, le socioconstructivisme, oh là là. Voilà, donc c'est vraiment... là c'est très bateau, on le voit vraiment dans tous les trucs, ça. Voilà, donc essayez aussi d'éviter justement les choses trop vues, parce qu'au bout d'un moment, c'est... Ouais, d'accord, d'être pertinent. Pas impertinent, pas comme moi, mais pertinent, oui. Bon, les différents types d'activités, et donc Vio donne quelques conseils sur la mise en place d'activités d'apprentissage en classe pour qu'elles soient motivantes. Ok. Les 10 conditions, donc je crois que je vous l'ai donné ça ou pas, je crois, ça me parle, quoi. Un but et des consignes claires, une activité signifiante aux yeux des élèves. Bon, je crois que c'est qu'on l'a vu ensemble, et c'est exactement ça, d'accord, bon, il a repris le truc, ok. Ah ouais, ok, voilà, ok.
La pédagogie par projet. Donc là aussi, vous pouvez, peut-être ce qui manque un petit peu, c'est quelques, alors ça c'est pas de la science, mais c'est quelques textes de BO, vous savez, ministériels, etc. Comme quoi, la pédagogie par projet, c'est intéressant, parce que c'est complètement novateur par rapport aux pratiques précédentes, et le ministère a fait des incitations ou la méthodologie, etc., sur comment enseigner par projet. D'accord. Certaines disciplines adorent le truc par projet, par exemple l'informatique, adore ça, en donnant un but lointain, et puis en laissant les élèves se débrouiller eux-mêmes à apprendre, etc. Pourquoi? Parce que si jamais vous leur faites un cours d'informatique en commençant par, alors la variable, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Attention, variable informatique. Et puis le typage, et puis la boucle for, la boucle while, le machin, d'accord? C'est pas motivant du tout. Alors que si vous leur dites, on va programmer un jeu, et puis bon bah tu as besoin des scores, il va falloir le stocker quelque part, et puis tu vas, alors c'est quoi? C'est un entier, c'est un réel, etc. Voilà, d'accord. Le score, tant qu'il est plus petit que 10, il a pas gagné, et puis à 10, il se passe quelque chose, d'accord? Donc il y a la condition, etc. Okay, c'est beaucoup plus motivant, effectivement, de faire de la pédagogie par projet, que de faire le cours d'informatique version universitaire. Voilà, alors bon, après, là, c'est un peu long, mais bon, voilà, il n'a pas eu le choix, le pauvre petit, il devait remplir aussi son quota de pages. Voilà, donc les caractéristiques, bon, donc c'est bien d'avoir les listes, mais au bout d'un moment, les listes, c'est pas super non plus. Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas facile. Ok, un élève motivé, un élève non motivé. Donc ça, peut-être, c'est intéressant de faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que peut-être, je sais pas, j'ai pas encore vu la fin, je ne connais pas la fin de l'histoire, mais peut-être ça peut être des critères d'évaluation, vous savez, pour savoir si, quand vous faites telle pratique, est-ce que l'élève, il est motivé, d'accord? Et donc, c'est disons des critères, vous allez observer vos élèves, mais au moins vous avez des listes de références, d'accord? Et c'est pas vous qui, au pifomètre, vous dites il est motivé si il se passe ceci ou cela, d'accord? Mais c'est Monsieur Viau, qui est quand même expert dans le domaine, qui dit que s'il s'engage dans l'activité, c'est qu'il est motivé. Alors que s'il ne s'engage pas dans l'activité et qu'il met des stratégies d'évitement, il n'est pas motivé. Vous comprenez? Toute la différence, c'est Monsieur Michu qui dit ça, ou Monsieur Viau, qui est chercheur en sciences de l'éducation, machin, spécialiste de la question. Ouais. D'accord? Le degré de crédibilité, voilà, de la personne n'est pas le même, ok? Voilà. Eh oui. Bon, ça continue, page 24, ah oui, seulement, il en a lui aussi 45 à faire, ou un truc comme ça, le pauvre petit. Ah oui, il fallait se motiver beaucoup pour faire ça. Ah ben voilà, ça y est, on passe au truc, à ce que lui il va faire, voilà. Et donc, ça commence toujours comme ça, classe de... Alors lui, c'était des CM1 en REP, ok, très bien. Il règne une atmosphère paisible. Mais c'est quoi ces classes paisibles là? Mais c'est pas possible, j'ai jamais vu moi. Voilà, donc vous voyez, il nous centre le problème, d'accord? C'est pas des problèmes de comportement, c'est des problèmes de motivation. Voilà. Vous, ce sera probablement plus des problèmes de comportement que vous voulez me le motiver pour qu'il ne fasse pas de bêtises. La méthodologie adoptée, d'accord? Donc là, il a utilisé une caméra fixe. Alors attention, toutes les autorisations, faire signer les parents, faire signer la directrice, machin, d'accord? Surtout, administrativement parlant, il faut que ce soit très très bien cadré. Voilà, et donc son évaluation, pour savoir le recueil de données, la grille d'observation des stratégies. Jouer avec son matériel, parle avec sa camarade d'un terme autre que celui du travailler, gêne ses camarades, etc. D'accord? Donc très bien, il y a des grilles d'observation, ce qui donne, même si c'est lui-même qui l'a fait, ça donne une objectivité quand même plus conséquente que à l'issue, j'ai trouvé que ça s'était super bien passé. Bon, etc. Donc il en a fait plein, et oui. Encore d'autres, voilà. Et donc la conclusion, donc voilà, alors c'est très bien écrit, je lis pas tout, j'ai pas lu tout, mais si vous voulez, vous trouverez le problème sans problème, ça sur le net. Et donc les références bibliographiques, très bien, les références cytographiques, encore mieux. Ok, notez que, j'ai des collègues qui sont des aïeuls-là, ils veulent qu'il y ait un format de référence et pas un autre. Donc il faut que vous fassiez comme ça. En fait, vous voyez, là, ce sont vraiment des particularités
disciplinaire. C'est-à-dire que moi, en maths, on n'écrit pas avec du Word, etc. Donc, c'est pas moi qui me mets en forme, en fait. Moi, je tape comme un sagouin. Voilà, regarde, donc ça, c'est... Moi, je tape mes maths comme ça, d'accord. Et en fait, donc, vous voyez que... alors, que je ne mets pas en forme, je lui demande, voilà, begin block, end block, donc je lui demande de faire un bloc dont le titre sera ceci, et puis blablabla, d'accord, avec ça en format mathématique grand, d'accord, et puis ça, bon, bah, c'est mes symboles mathématiques et autres, d'accord, voilà. Donc en fait, vous voyez que moi, j'ai pas du... Je ne... Le format, la mise en page, etc., c'est pas moi qui le fais, d'accord. Je demande à l'ordinateur de le faire. Et donc, quand on écrit nos articles universitaires, de recherche, etc., en maths, c'est pareil, c'est-à-dire que on écrit les trucs comme ça, et puis le magazine, le journal dans lequel on publie, a son format à lui, d'accord. Moi, je rentre toutes les informations qu'il veut, et puis c'est lui qui les met en forme. Donc, techniquement, je regarde pas, enfin, je regarde, mais... la mise en forme des citations, d'accord, c'est pas moi qui l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si je rentre Louis le Grand et que, par exemple, on a 6, 7 auteurs dans certains articles, si le journal décide qu'il met les deux premiers puis il met et all, bah c'est et all, d'accord, enfin et al, ok. Si je rentre Louis le Grand mais qu'il a décidé que les prénoms c'était L, la lettre point le nom, c'est ça, il le fait tout seul, d'accord, et il le fait pour tous, ok. Donc voilà, donc vous voyez que forcément mon évaluation est différente, j'accorde très peu d'importance à ça, puisque moi je ne le fais jamais. C'est l'ordinateur qui le fait, c'est le livre, etc. Et d'autres peut-être accordent plus d'importance parce que, bah voilà, ils peuvent avoir leur article rejeté ou des remarques parce que ils n'ont pas fait la bonne présentation. Ok. Donc voilà. Pareil sur le nombre de références. En maths, un mémoire de master, hein, c'est déjà un article, c'est bien, déjà il faut le comprendre, hein, croyez-moi que c'est pas simple, d'accord, et essayer de faire quelque chose dessus, c'est formidable. Voilà, mais ça se lit pas comme du français, un article de maths. Hein. Là, c'est du français, c'est machin, et donc vous pouvez en lire beaucoup plus. Donc ici, on veut, dans l'article, dans notre mémoire de master, on veut 5 articles ou quelque chose comme ça, voilà. Donc peut-être pas obligé de lire tous les articles, d'accord, mais de citer des articles pertinents. Ok, 27 minutes, c'est énorme ça. Bon, rapidement, pour vous montrer que c'est normalement la même chose, je ne sais pas, mais je pense que introduction, partie théorique, partie expérimentale, l'expérience avec la méthode, les résultats, le test de Zazo, analyse des résultats, discussion, conclusion. Parfait, d'accord. Ah bah vous voyez aussi, ils s'en sont mis à plein pour faire ça. L'attention est reconnue par les enseignants comme le problème majeur des difficultés scolaires des élèves et des apprentissages, mais aussi le problème majeur pour l'enseignant qui doit fournir l'énergie supplémentaire pour faire face à cette inattention. D'accord, bon ok. Donc écrit différemment, vous avez vu que c'est pas le même... ah oui, c'était double interligne là quand même, hein. Vous avez vu l'interligne là, c'est pas le même, hein. Ok. Donc vous voyez qu'il n'y a que 24 pages, hein, mais l'interligne n'est pas le même. Bon, donc la structure, vous comprenez que c'est la même chose. La définition, le projet de classe, tout d'abord, projet signifie, voilà, c'est très bien. Alors, ça, c'est les seuls types de définition que j'aime bien, c'est-à-dire que quand vous commencez par mettre d'après le Larousse, ça veut dire ceci, cela, bon, ouais, c'est pas génial. Hein. Par contre, si c'est soit de l'épistémologie, soit quelque chose... voilà, en lien, c'est intéressant. Et projet qui est lancé en avant, voilà, je trouve que ça c'est intéressant. Ce qui lance la classe en avant, ouais, c'est pas mal, d'accord. Mais sinon, évitez les définitions du Larousse basique, d'accord. Ça va pas ça. L'attention, on peut définir l'attention comme c'est super, d'accord. Voilà, j'aime savoir de quoi on parle, ok. Les mécanismes attentionnels, très bien, ok, pareil, ça va être défini. Voilà, donc pareil, vous voyez que, donc toujours les mêmes remarques, vous voyez donc, citer l'auteur, 2 points, ouvrez les guillemets, pour citer une partie de ce qu'il a écrit, etc. Pourquoi pas. D'ailleurs, il n'y a pas l'effet guillemets qui se ferme. Oh là là, il n'y a pas les guillemets qui se ferment. Oh là là, bah, c'est catastrophique. Il ajoute que, donc c'est plus l'auteur qui parle, hein, voilà. Donc, mais toujours mes mêmes remarques, hein, c'est qui Camus, c'est qui Guérien, c'est qui Mansi, Daney, etc., d'accord.
Moi, j'aime bien savoir qui c'est quand même, les gens, non? Donc, quand vous citez, c'est très bien de faire comme ça, hein. Psychologique, le facteur psychologique qui est la motivation, hop, ouvrez guillemets, et vous pouvez reprendre des parties. Donc là, on voit bien qu'a priori, elle a lu le truc, et puis bah, elle s'en inspire. Donc soit vous réécrivez, parce que là-bas, il y avait, dans le premier, il y avait quasiment aucun double guillemets, en vrai guillemets, je cite, d'accord. Donc soit vous réécrivez, vous paraphrasez, pardon, soit vous faites comme ça, tous les deux sont possibles. Attention néanmoins, si jamais vous avez trop de citations, quand vous allez le passer à compilation, il va vous dire qu'il y a trop de similitudes. Bon voilà, problématique, objectif, hypothèse, hypothèse générale, hypothèse expérimentale. Ok. Les critères donc d'observation, regarde ailleurs, donc pour l'inattention, bah il souffle de manière passive, bah oui. Voilà, donc la méthode de l'expérience, etc. Peut-être moi ce qui me manque là, c'est l'aspect, le lien qu'il y a entre le test que vous proposez ici et puis tout ça en amont, vous voyez. Donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait l'analyse, si vous voulez, du jeu Zazu, Zazo, je sais plus. Voilà, Zazo, en fonction de ce qui avait été mis là-dedans avant, d'accord. Ça, ce serait intéressant pour que ce ne soit pas deux parties trop indépendantes l'une de l'autre, mais qu'on voit bien le lien qu'il y a entre l'un et l'autre. Alors, des tableaux avec des statistiques. Certains collègues adorent ça. Voilà. Ok, alors, quelques remarques, hein. Donc, là, c'est très bien, j'ai rien à redire. Par contre, il y en a qui me font des courbes comme ça, vous voyez, hein. Et ben la courbe, elle veut rien dire, parce que qu'est-ce que vous mettez entre ça et ça, vous voyez, d'accord. Là, je vois bien que l'élève, bon, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je vois bien que ça correspond à l'élève 1. Mais si vous mettez une courbe comme ça, il n'y a rien entre l'élève 1 et l'élève 2, donc à quoi correspond celle-ci? Voilà, pareil, certains, alors c'est un peu dommage, mais voilà, les résultats complets, le classement, la moyenne, les cas types du test sont en annexe 5. Ok. Quand vous avez des toutes petites séries statistiques, il n'y a pas grand-chose qui soit, pertinent, si vous voulez, d'accord. Donc bon, on vous demande de le faire, faites-le, etc. Ne passez pas 2 heures à tester le qui carré, etc. D'accord, hein, c'est un peu bête. Voilà, donc les représentations pour moi sont pertinentes, je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça me choque pas, d'accord. Par contre, si jamais je vois des courbes, etc., ça va me choquer. Voilà, et donc là, elle nous a fait la méthode de 2 séances différentes, d'accord. La séance projet et puis la séance traditionnelle, et bon, elle constate que la séance projet a vachement mieux marché que la séance traditionnelle, qu'est-ce qu'on est content. Donc voilà, donc c'est un petit peu l'une des possibilités pour faire votre mémoire, votre expérience, etc., pour comparer. Maintenant, il y a tellement de variabilité. La même séance proposée aux mêmes élèves, alors c'est impossible, mais d'accord, mais elle pourrait se passer complètement différemment. Vous voyez ce que je veux dire? D'une journée à l'autre, du matin à l'après-midi, hop, il se passe quelque chose et puis votre classe ne se comporte plus de la même façon. Quelle reproductibilité, etc. Ça, ce genre de méthode, c'est très intéressant quand il y a une forte reproductibilité. Est-ce que c'est le cas dans l'enseignement? C'est la question. Bon, là, oui, enfin, moi je veux bien y croire, hein, donc il y a plus d'inattention dans les séances traditionnelles en rouge que d'inattention dans les séances par projet. Oui, oui. Bon, etc., etc. Ok, là, les bibliographies, très bien, très bien. Donc là, on voit qu'il n'y a pas seulement des choses, des références scientifiques, hein, il y a aussi ministère de l'Éducation nationale, bulletin officiel, machin, d'accord. Moi, je trouve que c'est pertinent dans le cadre de l'enseignement en classe, ok. S'intéresser aux consignes ministérielles, ça me semble être un impératif. Et alors là, si vous avez entendu ma vidéo sur les évaluations, enfin sur la visite, pardon, voilà une fiche séance très très bien réalisée, hein, phase 1, 15 minutes, phase 2, 15 minutes, phase 3, 10 minutes, etc. Avec tâches et dispositifs, qu'est-ce que l'élève doit faire, l'enseignant qu'est-ce qu'il fait, la différenciation des variables, etc. Waouh, c'est très très bien, c'est exactement ça.
L'enseignant peut aider l'élève à tracer les triangles en lui montrant comment utiliser l'équerre, d'accord? Mais vous pouvez aussi avoir un autre dispositif qui consiste à avoir déjà dans votre besace des préparations, déjà tout fait, d'accord? Et comme ça, vous lui dites, non, non, colle-le, tu vas déjà faire sur le truc déjà fait, ok? Bon voilà, bon ça c'est superbe, hein, il y a des couleurs en plus, c'est magnifique. Bon, 35 minutes, je vais terminer juste en quelques minutes là-dessus. Hein. Est-ce que ça respecte, donc c'est encore une autre université comme vous avez vu tout à l'heure, hein. Est-ce que ça respecte ça? Introduction générale, revue de littérature, cadrage théorique, problématique, évaluation, motivation, conclusion de la première partie, deuxième partie, méthodologie, tac, troisième partie, préconisation pédagogique, hein. D'accord, donc ça c'est plutôt sa conclusion peut-être, conclusion de la troisième partie, conclusion générale, bibliographie, etc. 109 pages, oh bah vous voyez que vous n'avez pas à vous plaindre, hein. Seulement 55 chez nous, oh là là. Eh ben moi j'aimerais pas évaluer des mémoires à 100 pages hein, quand même, hein. Eh oui, je pense quand même à ça. Hein. Voilà, ça c'est bien ça, vous voyez. Donc, enfin, c'est la référence, bon, eux ils mettent les références comme ça, mais, ouais, enfin je pensais que c'était un peu plus qui c'est, etc. Vous voyez qui est Maryse S, etc. Savoir qui c'est, ça m'intéresse tout le temps. Hein, je sais pas, et voilà. Le constat choquant, la réalité qu'on préfère. Ok. Bon, donc voilà, il y a plus de liberté visiblement chez eux au niveau de la pagination, ce qui est très très bien. Hein, parce que moi j'aimerais bien que vos mémoires vous ressemblent, ou voilà. Mais non, c'est interdit. C'est interdit. Et ben voilà, écoutez, 35 minutes, c'est terrible. Donc, c'en est fini, c'en est tout pour cette présentation, j'espère, motivante des mémoires de master, d'accord? Que vous voyez un petit peu ce que vous devez réaliser à la toute fin, ok? Voilà.